le vif du sujet, on va toujours reprendre le dossier de l'heure. On va commencer par l'école Lamadone avec tout ce que vous savez, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans la dernière période dans cette école et tout ce que nous avons eu à dire. Et il y a dans la semaine, nous avons publié un article comme quoi le père de la victime, hein, le père de la jeune fille qui a été, de la fille qui a été, qui a subi hein, les abus sexuels, a été agressé. Sa voiture a été vandalisée dans un quartier de Lomé. Il est parti à un rendez-vous, il est sorti et puis il a constaté qu'on a cassé toute sa voiture. On a cassé tout, on a cassé les vitres, on a cassé le moteur, on a même enlevé la batterie. On a enlevé la batterie, ils ont emporté tout ce qu'il y avait dans le véhicule, téléphone portable, les pièces du véhicule, ils ont tout emporté. Et c'est très préoccupant ce qui se passe dans notre pays. Et c'est inquiétant parce que moi j'ai ma fille qui a été victime d'abus sexuels, je me bats pour la manifestation de la vérité et on s'attaque à moi. On me menace d'abord, on fait passer des messages pour me menacer au téléphone, on menace ma famille, on me dit clairement ce que je suis en train d'entamer là, je risque d'avoir des problèmes parce que nous ne sommes pas n'importe qui dans le pays et tout et tout. Et puis, quelques jours après avoir passé ce coup de fil là, les gens sont passés à l'acte, ils sont allés casser sa voiture. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Cette méthode de recours à des milices pour intimider quelqu'un qui est dans son droit d'agir. Le monsieur, il est dans son droit d'agir parce que c'est sa fille qui est victime. Lui-même, il est traumatisé parce que sa fille est traumatisée. Et maintenant, on lui rajoute un autre traumatisme. Ce n'est pas vraiment normal. Mais ce sont des choses qui arrivent dans notre pays. Et quand on entend nos dirigeants dans les grandes conférences dire on veut bâtir un État fort qui protège les citoyens, voilà des citoyens qui ont des problèmes très graves et qui demandent que l'État puisse intervenir pour leur rendre justice. L'État laisse faire parce que ceux qui sont concernés dans cette affaire-là ont une position au sein du pouvoir. Donc on préfère protéger ces gens plutôt que de rendre la justice ou la vérité hein, à la victime. Donc ce monsieur a subi un second traumatisme avec l'attaque de sa voiture. Bien évidemment, il devait porter plainte selon ce que j'ai appris. Je ne sais pas s'il a fait. Mais j'ai appris également qu'il y a eu plusieurs ONG, associations aujourd'hui qui se mobilisent pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche pour la manifestation de la vérité. C'est des initiatives à saluer parce que depuis que cette histoire a commencé, on a eu le sentiment que cette affaire laissait certains Togolais indifférents. On parle quand même d'abus sexuels sur des enfants. Et certains Togolais faisaient comme, bon, c'est un sujet divers. Ça ne peut pas être un sujet divers, surtout que ça concerne des enfants qui vont à l'école. Ça peut arriver aux enfants de tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. D'où l'intérêt de porter le sujet sur la place publique, d'en débattre et d'en tirer toutes les responsabilités. Parce que la dernière fois, je me suis posé la question en parlant du ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, est-ce qu'il n'y a pas des textes et tout et tout. J'ai retrouvé des textes parce qu'au Togo, c'est un pays où on fait beaucoup de textes, on écrit beaucoup de textes, mais on ne les applique pas. On vote des lois, on prend des textes, mais dans l'application, ça n'existe pas. Je donne un exemple. On a pris une loi à l'Assemblée nationale, on a voté une loi pour permettre aux journalistes d'avoir accès aux sources d'informations, sauf les informations secret défense. Mais aujourd'hui, les journalistes au Togo ont toutes les difficultés à avoir accès aux sources d'informations. Voilà un exemple. Il y a d'autres exemples que je peux aligner. Et donc, j'ai retrouvé pas mal de textes pris par le ministère de l'enseignement primaire. Et c'est ça, non? Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et sur la construction des infrastructures, par exemple, sur la construction des infrastructures, il y a le ministre, le professeur Kokoroko, qui a pris une note de service
je pense, le 17 octobre 2022, et sur les normes qu'on doit respecter en matière de construction des établissements scolaires privés. Sauf que personne ne respecte cette note de service et il n'y a pas de contrôle sur le terrain. Donc, il y a une note que le ministre a eu à prendre, mais il n'y a pas de structure sur le terrain qui va contrôler comment les gens construisent les établissements et qui leur donne les agréments. Donc, quelque part, il y a une défaillance, soit il n'y a pas suffisamment de personnel pour aller sur le terrain pour regarder ce que les gens font, soit la note est prise comme ça et puis personne ne la respecte. Parce que je vais vous lire un peu cette note-là que j'ai retrouvée. Dans le souci de disposer d'une grande capacité d'accueil des apprenants, parfois sur des domaines relativement rétrécis, des promoteurs d'établissements scolaires privés ont choisi l'option très bénéfique de construire leurs bâtiments scolaires en mode rez-de-chaussée et étage. Ça, c'est une note du ministre. Cependant, il est donné de constater que la construction de telles infrastructures dans certains établissements scolaires privés ne s'est fondée sur aucune étude technique préalable. Ça veut dire que le ministre qui a pris cette note reconnaît que les gens qui construisent les établissements scolaires privés ou qui après font prennent les bâtiments en hauteur ne font aucune étude technique préalable avant de construire les bâtiments. Alors, il dit ceci. Afin de permettre au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques de s'assurer que les bâtiments scolaires au rez-de-chaussée et en plus construits dans les écoles privées répondent aux normes requises garantissant la sécurité des apprenants, je demande à tous les promoteurs d'établissements scolaires privés des enseignements généraux techniques concernés par l'objet de la présente note de service de me faire parvenir le permis de construire et les caractéristiques techniques de leurs bâtiments scolaires, rez-de-chaussée et plus. Les documents demandés devront parvenir au cabinet du ministère au plus tard vendredi le 4 novembre 2022 pour étude. Voilà. Donc, c'est une note qui a été prise depuis le 17 octobre 2022. Et le ministre dit il faut que ceux qui ont ces établissements qui sont construits en hauteur lui fassent parvenir les éléments, les caractéristiques techniques des bâtiments. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce que le ministère de l'Éducation dispose du personnel suffisant pour aller sur le terrain, pour inspecter tous les établissements scolaires et s'assurer que ces établissements, la construction de ces bâtiments répond aux normes de sécurité? Est-ce qu'il y a des dispositifs anti-incendie dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il y a des portes de secours? S'il y a un problème demain dans un établissement scolaire, par quelle porte on fait sortir les élèves? Comment on évacue les gens? Est-ce que, après avoir pris cette note-là, le ministre ou les services du ministère de l'Éducation ont fait un suivi sur le terrain pour s'assurer que cette note de service qui a été prise est respectée aujourd'hui? Ou les gens continuent de créer les établissements, de construire les bâtiments comme bon leur semble? Parce que au Togo, ce qui est facile, c'est que le gars, il commence par... il n'a pas prévu construire une maison à étage. Il commence par les soldats la haine, comme on le dit chez nous. Il en fait des classes. Et puis, plus il a des élèves qui arrivent, et il trouve la nécessité, je parle du promoteur, de prendre le bâtiment en hauteur. Alors que les fondations n'étaient pas prévues pour prendre ce bâtiment en hauteur. Est-ce que les services du ministère font une inspection générale de tous ces bâtiments pour s'assurer que ceux qui construisent les bâtiments en hauteur dans les écoles privées, pour les promoteurs d'écoles privées, respectent la note de service que le ministre a signée il y a 2 ans? Donc, ça, c'est une question qui concerne, un rappel qui concerne le ministère. J'ai trouvé aussi une loi portant sur la protection des apprenants. Voilà. Donc, ça rejoint ce qu'on disait par rapport aux enfants qui ont été pris, les enfants là. Voilà, c'est une loi, la loi 2022-020, portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. L'Assemblée nationale a délibéré. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Donc, je vous disais tantôt qu'au Togo, on vote de très bonnes lois. Mais dans l'application, on fait une application sélective de la loi. Donc, il y a une loi qui est là, qui protège les apprenants contre les abus sexuels. Aujourd'hui, qu'il y a un cas qui défait la chronique, l'État semble avoir la main moins lourde. Alors qu'il suffit seulement de ressortir la loi et de l'appliquer.
Mais l'État ne veut pas parce que les concernés ou ceux qui sont mis en cause sont à un niveau de décision de la République et donc ils bénéficient d'une certaine impunité. Donc, cette loi existe et voilà ce que je trouve dans la loi. Article 1er. Disposition générale. Bon, je laisse les dispositions générales. Article 1, article 2. Voilà. Je peux vous partager cette loi avec vous. Et l'article 6 dit ceci. De la loi portant la protection des apprenants contre les abus sexuels en milieu scolaire. Voilà. L'article dit ceci. Voilà, article 5. Tout établissement d'enseignement, centre d'apprentissage, de formation professionnelle, œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel par 1. La formation des enseignants en matière de prévention et de lutte contre les formes de violence à caractère sexuel. B. La formation des apprenants sur les dangers qui peuvent représenter l'utilisation abusive des réseaux sociaux et des outils pouvant les protéger efficacement. 3. C. L'affichage des messages de sensibilisation. Bon, je passe là-dessus. Je tombe sur l'article 6. L'article 6 dit ceci. Toute personne ayant connaissance d'une tentative de commission ou de la commission d'actes de violence à caractère sexuel a l'obligation de dénoncer sans délai le cas. Petit a, aux responsables de l'établissement d'enseignement, de centres d'apprentissage, de formation professionnelle ou de centres de promotion sociale. B. Aux inspecteurs d'enseignement de direction régionale de l'éducation. C. Aux centres d'écoute et de conseil aux victimes de violences basées sur le genre. D. Aux forces de l'ordre et de sécurité. Et E. Aux autorités administratives, judiciaires, aux parlementaires, aux élus locaux. F. Aux organisations à base communautaire. Et G. À toute organisation de défense des droits humains. Donc, le Togo s'est doté en 2022 d'une loi qui protège les apprenants contre les abus sexuels. Mais d'où vient que, et dans cette loi-là, il est clairement dit que toute personne qui a connaissance d'un cas de ce genre est tenue d'informer une série de responsables et d'autorités que je viens d'énumérer. D'où vient qu'aujourd'hui, qu'il y a eu ce cas de la Madone, et les gens essayent de se débiner de leurs responsabilités, de se défausser de leurs responsabilités, ou d'où vient que l'État ou les gouvernants ne veulent pas appliquer la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Je viens de vous rappeler la loi. Donc, l'État togolais s'est doté d'un arsenal pour protéger les apprenants contre les abus sexuels dans les centres de formation, dans les établissements scolaires. Mais pourquoi aujourd'hui, on a toutes les difficultés à appliquer les dispositions de cette loi concernant cet établissement scolaire? Pourquoi aujourd'hui, un procureur de la République qui doit s'auto-saisir des cas comme ça ne dit absolument rien? C'est toute la difficulté que nous rencontrons dans notre pays. C'est toute la difficulté. On a les tests, on les vote parfois pour faire bonne figure à l'international et gagner des financements. Comme on le fait dans le Millennium Challenge, MCC. On vote les tests, on prend les lois, on les promulgue juste pour capter des financements. Et une fois qu'on a les financements, après, on ne dit plus rien. Donc, cette loi-là, elle existe. Il suffit seulement que les décideurs au Togo appliquent la loi. En tout cas, il suffit qu'ils fassent leur propre enquête, se fassent leur propre opinion des faits qui se sont passés dans cet établissement-là, et puis après, appliquent la loi. Mais ils ne veulent pas le faire parce que celui qui est en cause aujourd'hui, ou les responsables, ou les promoteurs de cet établissement scolaire, sont des leurs. Les gens qui ont comment vous appelez ça? Comment vous appelez ces gens-là? Les actionnaires majoritaires ou les actionnaires de l'école Lamadone sont les mêmes qui gouvernent aujourd'hui le Togo. Et donc, cette question nous renvoie à la question de la déclaration des biens. Et surtout, des conflits d'intérêts. Vous voyez, c'est-à-dire, le législateur a tout prévu. Quand le législateur dit, il faut que les gouvernants déclarent leurs biens, c'est pour que demain, on arrive
tranquillité à dissocier des faits comme ce qui se passe aujourd'hui à l'école Amadoun. Aujourd'hui, on sait que le promoteur de l'école Amadoun, ou bien en tout cas celui qui est le responsable, c'est un membre de la famille du Premier ministre, mais on ne connaît pas tous les actionnaires. On ne sait pas si le Premier ministre même est actionnaire, des gens de sa famille sont actionnaires. Et donc, si les gens avaient déclaré leurs biens, et s'ils les avaient déclarés honnêtement, on saurait, en tout cas l'opinion devrait savoir quels sont les intérêts que les gouvernants ont dans telle entreprise. Comme ça, demain, s'il y a une entreprise qui est en difficulté ou bien une entreprise qui se retrouve au cœur d'un scandale et que l'entreprise ou la société n'est pas sanctionnée, les gens pourront facilement faire leur propre opinion de l'impunité dont bénéficie cette entreprise-là. Donc, d'où le législateur avait prévu que les gouvernants doivent déclarer leurs biens ou les gouvernants ne doivent pas être des commerçants. C'est ça, la gouvernance vertueuse dont on a parlé au Togo, mais malheureusement, depuis 20 ans que le pouvoir actuel est là, M. Faure Gnassingbé a tout fait pour ne jamais accepter la déclaration des biens. Et voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, on se retrouve dans des conflits d'intérêts où les gens ne veulent pas sanctionner des personnes qui sont présumées coupables parce que il y a des intérêts qui se croisent. Donc, voilà ce qui se passe dans cette histoire de l'école Amadoun. Mais nous devons savoir que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les abus sexuels sur les enfants, ça a pris beaucoup d'ampleur dans notre société. Ça existe un peu partout. Et comme nous sommes fondamentalement hypocrites dans nos sociétés, on n'a pas souvent envie d'en parler ou on étouffe ça parce que parfois ça vient dans la famille, c'est à l'école, c'est dans la grande famille. Il y a peut-être un oncle, je ne sais pas qui a abusé d'une nièce, on ne veut pas en parler. Et ça, le fait de refuser de parler de ces choses-là, ça tue notre société. Ça crée des victimes et ces victimes sont traumatisées à vie. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que l'inceste, c'est répandu chez nous. Mais les gens, par hypocrisie, ne veulent pas en parler. On sait que les abus sexuels, je ne veux pas parler de VIOL à cause des réseaux sociaux, ça existe dans nos communautés. Les gens ne veulent pas en parler. On sait que les histoires qu'on essaie de dénoncer aujourd'hui, les gens qui vont ensemble avec le même sexe, on sait que ça existe dans nos sociétés. Ça existe depuis longtemps d'ailleurs. Tous ceux qui ont étudié les sciences humaines, l'ethnologie, l'histoire, l'anthropologie, ils savent que ces phénomènes existent. D'ailleurs, partout l'homme ici sur la terre, il y a eu toujours des déviances liées au sexe. C'est lié à l'espèce humaine. C'est consubstantiel de l'homme. Donc, il n'y a aucune communauté au monde, aucune espèce au monde dans laquelle ces genres de pratiques n'existent pas. Ça existe. Ceux qui ont étudié l'anthropologie, l'histoire, la sociologie, l'ethnologie, tous ceux qui ont étudié ces disciplines des sciences humaines savent que ces phénomènes existent. Seulement, comme nous sommes hypocrites fondamentalement dans nos sociétés, on se tait. Parfois, on a même tendance à dire que ce sont les autres qui veulent peut-être nous l'imposer. Mais on sait que ça existe de façon résiduelle dans nos sociétés. Donc, l'inceste, c'est répandu chez nous. Le sorola, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, vous pouvez le regarder en tapant dans Google. Je ne vais pas prendre le temps de faire un cours de sociologie ou d'ethnologie. Le sorola, ça existe. Le levira, ça existe au Togo. Et le sorola et le levira, c'est biblique. Vous le retrouvez dans la Bible. L'inceste est répandu. Donc, tous ces phénomènes-là sont répandus. Mais on ne construit pas une société sur les tabous. C'est-à-dire, c'est en ouvrant les débats sur la question des tabous qu'on arrive à construire des normes dans une société. Tant que on va dire c'est un tabou, il ne faut pas toucher, mais il y aura tous les abus dans la société. Et c'est ce qui arrive chez nous. Donc, le cas de cette fille-là, victime de ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais c'est l'occasion pour ouvrir le débat sur toutes les questions liées aux abus sexuels dans nos sociétés. Les gens n'ont pas envie parce que ça touche à l'honorabilité de certaines familles, certains ont bien envie de couvrir tout ça d'un drap pour qu'on n'en parle pas, mais derrière, il y a des victimes qui se comptent par centaines dans nos sociétés, dans nos communautés, et donc il y a lieu, tôt ou tard, d'ouvrir ce débat et d'en parler abondamment. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la question
de cette histoire de l'Amazone et en rappelant les tests que le ministère a pris, les notes de service, la loi portant protection des apprenants. Il suffit de les appliquer, on a de très bonnes lois, mais on n'arrive pas à les appliquer. C'est ça qui est dommage. Il suffit d'appliquer la loi et puis bon, chacun se sera tranquille dans son coin. Et donc, moi j'invite, dans le cas de l'affaire de cette fille-là, j'invite les autorités à appliquer la loi. Qu'est-ce que le code pénal dit par rapport aux abus sexuels? Pourquoi le procureur ne bavarde pas? Qu'est-ce que la loi dit? Il faut mettre tout ça ensemble. Et puis, il faut aussi que les organisations qui interviennent sur la question des droits de l'homme au Togo soient vraiment des organisations qui fassent leur boulot. Parce qu'on a l'impression que les gens ont créé juste des organisations pour capter des financements extérieurs. Et une fois qu'on a de l'argent, ou c'est des organisations qui ont aussi des liens avec les gouvernants. Donc, du coup, quand il y a des sujets comme ça qui arrivent, on regarde ce qui est derrière, on a de la peine à se prononcer. Non, il faut qu'on brise toutes ces chaînes-là et qu'on libère la parole dans notre pays. Et s'il y a un problème, il faut poser le problème et le débattre. Et le débattre, pas dans la passion, mais le débattre pour que la société puisse vraiment apprendre et évoluer. Donc, la question de l'abus sexuel, ce n'est pas seulement dans les écoles, ça existe dans notre société à grande échelle. Mais les gens l'étouffent à cause de ces histoires de tabous qu'on a créées pour couvrir toutes ces bêtises-là. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous sur la question de l'école Amazone.